Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer pile à l'heure. Donc enchanté de faire votre connaissance et merci à vous d'être venus nombreux pour cette session sur la décarbonation des territoires. J'indique tout de suite que cette session est également disponible en live, en streaming sur le site Sido Pulse et elle sera également accessible en replay sur le site. Et donc pour les personnes qui nous regardent en ce moment derrière leur écran d'ordinateur, vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'essaierai de les suivre un peu en direct au fil de l'eau et de les prendre. Et puis surtout à la fin, on se gardera un temps de questions-réponses avec les intervenants. Donc je prendrai les questions à la fois de la salle et des personnes en ligne qui nous regardent. Donc merci à tous d'être là. Le sujet qui nous anime aujourd'hui, la décarbonation des territoires. Sujet ô combien d'actualité. Décarbonation d'abord, donc réduire son impact carbone. C'est un sujet complexe qui touche beaucoup de terrains de jeu possibles au fond, que ce soit le transport des personnes ou des marchandises, l'alimentation, les déchets, le bâtiment bien sûr, les infrastructures, le mix énergétique. On voit bien là que c'est un sujet complexe et on pourrait se poser la question en quoi la technologie pourrait réduire cette complexité ou simplifier les décisions stratégiques, par exemple, dans une politique de ville. Et puis les territoires, de quoi parle-t-on au fond ? Est-ce que c'est la maille du quartier, la maille peut-être même du bâtiment, ou bien plus largement de la ville, du département ? Quelle est la bonne échelle d'action et comment articuler tout ça ? Au fond, le fil rouge peut-être, c'est en quoi la technologie aujourd'hui est un accélérateur de la décarbonation des territoires et non pas un coût environnemental. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Patrick Masson. Vous êtes élu de la métropole de Dijon depuis une vingtaine d'années. Vous êtes vice-président délégué à la transition énergétique ainsi que lauréat avec la métropole de Dijon de l'appel à projet européen H2020 sur villes et communautés intelligentes. Donc félicitations d'abord. Et vous pourrez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure sur ce programme Response. Donc ensuite avec nous donc James Grivet, donc vous êtes président et fondateur de WITFIM. Donc WITFIM qui est une solution alors j'ai envie de dire de BIM, vous me disiez l'autre jour c'est du BOSS, donc Building Operating System, et vous êtes un défendeur de l'open BIM, donc une solution de data management dans le bâtiment. Et puis Hugues de Bontel sur donc tout à droite, vous êtes président et fondateur de la société Cosmotech. Vous êtes également vice-président de l'association Think Smart Grids et donc Cosmotech, vous proposez une solution de jumeaux numériques à l'échelle. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Et donc j'ai envie de commencer ce tour de table avec vous, Jean-Patrick Masson. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus finalement pour vous à Dijon ? Quels sont les enjeux que vous avez aujourd'hui sur la décarbonation et puis surtout en quoi le programme Response contribue à répondre à ces enjeux ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout simplement, pour un territoire, vous l'avez dit, il y a un enjeu aujourd'hui qui est un enjeu fondamental dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, c'est d'émettre moins de tonnes équivalent carbone. Puisque vous savez, ce n'est pas que du CO2, il y a tout un tas de gaz qui rentrent en ligne de compte. Et donc, pour une collectivité qui souhaite prendre les choses en main, il faut aller sur tous les terrains. C'est-à-dire celui évidemment de sa propre activité. Donc, je sais pas, on a un incinérateur par exemple. Donc voilà, on travaille sur ces éléments-là. La gestion au travers des achats, mais aussi des fonctions plus, j'allais dire, propres à une collectivité, telles que le déplacement. On travaille par exemple sur l'hydrogène, ou effectivement la rénovation des bâtiments, mais aussi la gestion de l'énergie sur le territoire, de telle manière à favoriser les énergies renouvelables, tout en diminuant les consommations pour les habitants. On voit bien qu'il y a un enjeu environnemental, mais il y a aussi évidemment un enjeu de charge restante pour l'habitant. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque nous avons répondu à un projet, donc un appel à projet H2020, puisque ça s'appelle comme ça, au travers
Alors, le nom, c'est Response, c'est le nom de ce projet. Au travers de Response, donc, on a choisi un quartier politique de la ville, parce qu'on sait que c'est sur ce quartier que les enjeux au plan européen, et c'est ce qui intéresse évidemment l'Europe au premier chef, ce sont des quartiers qui sont présents pratiquement dans tous les États et, j'oserais dire, presque dans toutes les villes. L'objectif de l'Europe est évidemment dans ce type de projet que ceci soit réplicable. Donc on en tire un certain nombre d'enseignements. Alors ça correspond à quoi réellement ? La première chose que je pourrais dire, c'est un taux de couverture en énergie renouvelable supérieur à la consommation. Pour situer les choses, c'est donc dans ce quartier politique de la ville, 2 îlots à énergie positive qui font chacun environ 15 000 m², avec des fonctions différentes qui sont des fonctions d'habitat, mais aussi des fonctions tertiaires. On a en l'occurrence 3 écoles et un centre sportif qui sont concernés par ce projet. Donc, de la mixité d'usage et un objectif en termes de couverture par les énergies renouvelables. Et on comprend bien que là, on est dans de la décarbonation totale, puisque le taux de couverture visé est d'environ 120% par rapport à la consommation. Le deuxième enjeu, parce que ce n'est pas seulement au travers de l'apport d'énergie, je l'ai dit, il faut diminuer les consommations. Donc le deuxième enjeu, c'est tout simplement, j'allais dire, le fait de pouvoir améliorer l'habitat au travers d'isolation, etc. Donc on est sur une logique assez classique de ce point de vue. Troisième enjeu, c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Alors là, c'est un peu plus innovant, j'allais dire. On va fabriquer donc de l'énergie renouvelable sur ce territoire, essentiellement du photovoltaïque, et puis il y a un gros réseau de chaleur, énergie renouvelable pour l'essentiel, qui alimente ces bâtiments. Et une des questions qui se pose quand on est dans cette situation, c'est de faire se rencontrer l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait de l'énergie, évidemment, pour que les gens puissent faire ce qu'ils ont à faire, mais également, il ne faut pas qu'on ait trop d'énergie perdue du fait qu'il n'y ait pas de consommateurs. Donc c'est la rencontre entre l'offre et la demande qui est fondamentale. Cette autoconsommation collective, elle repose sur l'acquisition de données en temps réel auprès des usagers. Donc ça suppose l'adhésion de la population, puisqu'on va aller dans leur logement et on va leur dire, voilà, on va vous mettre des capteurs un peu partout qui permettront de voir comment vous vivez finalement dans votre logement. Alors évidemment, c'est anonyme, je vous rassure. On ne va pas chercher à savoir à quelle heure monsieur ou madame machin prend sa douche. Mais par contre, on a besoin de savoir quelle est la consommation d'eau chaude à tel et tel moment de la journée. Donc, c'est au travers de cette autoconsommation collective qu'on doit diminuer globalement la consommation de ces morceaux de quartier à énergie positive. Donc, vous l'avez compris, c'est une diminution au travers je dirais, d'équipements passifs. J'ai parlé de bâtiments isolés, mais c'est aussi dans le fonctionnement même des habitants, le fonctionnement même des écoles, etc., que l'on va chercher à optimiser les choses. Si je prends une école, clairement, donc il y a beaucoup de photovoltaïque qui va être déployé, et avec des solutions relativement innovantes. Sur ce projet, il y a environ une centaine d'innovations. Donc c'est quelque chose d'important. Et qu'on partage avec 53 partenaires et une ville qui fait la même chose que nous avec des nuances, c'est Turku en Finlande. Donc c'est bien un programme européen, mais je ne parle que de Dijon là, parce que sinon j'ai peur de griller mon temps de parole. Et donc je reviens à mon école. Une école, elle fonctionne qu'une partie de l'année, et elle ne fonctionne pas en été lorsque le photovoltaïque va donner à plein. Il n'y a personne dans l'école. Donc il y a un enjeu, vous le comprenez bien, de fonctionner sur la boucle, qui est ainsi constituée, en étant à l'optimum à chaque fois. La solution habituellement utilisée pour faire ça, ce qu'on n'a évidemment pas choisi dans le cadre de l'expérimentation, c'est de revendre sur le réseau de l'électricité. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, on stocke de l'énergie sous différentes formes, y compris des véhicules qui stockeront de l'énergie et sur lesquels on ira rechercher l'électricité. Donc il y a beaucoup de technologies derrière, et à chaque fois, il y a un objectif qui est celui d'être à l'optimum, donc
énergie renouvelable, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de coûts pour les habitants. Donc on essaie de cocher toutes les bonnes cases, hein, mais j'insiste, on s'appuie sur énormément d'éléments qui sont des éléments innovants, hein, et notamment le traitement de données, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller chercher les données chez les gens, il s'agit de pouvoir les traiter et de les traiter en temps réel et de manière la plus efficiente possible. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que je sais que le temps est compté, mais je peux répondre aux questions, bien sûr. Merci, Monsieur Masson. Et justement, vous parliez de la donnée comme un élément clé, finalement, dans vos innovations. James Grivet, vous, la donnée, c'est un peu votre cœur de métier, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous faites? Et je crois même, c'est un peu le hasard de la constitution de ce tour de table, que vous travaillez, il me semble, pour Dijon, justement. Donc bonjour tout le monde. Donc en effet, dans le projet Response, en fait, on intervient comme partenaire et on travaille avec Grand Dijon Habitat dans le cadre de cette expérimentation. Et donc l'objectif, c'est d'aider justement Grand Dijon Habitat à mettre en place ce système pour consolider cette donnée du bâtiment. Et cette donnée du bâtiment, elle vient de différentes parties, quoi. Elle vient des fournisseurs d'eau, des fournisseurs d'électricité, tout un ensemble d'acteurs en fait, qui gravitent autour du bâtiment. Et aujourd'hui, cette donnée n'est pas centralisée en temps réel. Donc l'objectif, c'est, au travers de ce qu'on appelle le BOSS, pour faire plus simple, hein, c'est d'avoir une base de données qui collecte ces informations, alors, celles qui sont pertinentes, entre guillemets, et ensuite de créer des tableaux de bord pour l'exploitant, pour qu'il puisse piloter son bâtiment sur sa consommation énergétique, et puis aussi avec les différents services impliqués, parce qu'il a des services techniques aussi qui interviennent dans le bâtiment, et aussi de pouvoir alerter sur certains phénomènes, parce qu'au travers de la consommation énergétique aussi, on peut identifier des personnes isolées qui ont des soucis, en fait, qui ont des problèmes. Donc il y a aussi un enjeu au niveau des occupants, de la sécurité aussi des personnes fragiles. Donc il y a différents cas d'usage. Et donc là-dessus, dans le cas du projet Response, qui est un projet sur 5 ans, on travaille donc avec Grand Dijon Habitat pour mettre en place ce pilote qui sera normalement opérationnel d'ici 1 an. Ensuite, il y a un enjeu, on a parlé d'intrusion dans le logement, mais il y a un enjeu aussi de conduite de changement, en fait, hein, au niveau de l'exploitant aussi, d'être en capacité de gérer ces systèmes, hein, parce que le but, c'est pas de créer quelque chose de complexe, et aussi après d'adoption par les usagers. Parce que après, si le système est alimenté par personne, ni par les usagers, ni par les services tiers, c'est sûr que ça fera flop, comme on dit, mais ce n'est pas l'objectif. Donc en tout cas, c'est notre position donc travailler sur ce bâtiment pour mieux piloter son énergie, sa consommation, et donc c'est un outil d'aide à la décision pour l'exploitant. Donc un outil d'aide à la décision, et je crois que c'est aussi le cas pour vous, Hugues, sur la solution que vous proposez, Cosmotech. Qu'est-ce qui fait, pour que l'auditoire comprenne, en quoi vos solutions, au fond, sont complémentaires? Quelle est la différence entre, finalement, ce que fait Cosmotech et Witim, et qu'est-ce que vous proposez pour, au fond, accélérer cette décarbonation pour le territoire? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ce que nous proposons, ce sont des jumeaux numériques simulables, qui permettent de représenter une organisation complexe, de la simuler, donc de donner de la visibilité aux dirigeants, publics, pour ce qui est des métropoles ou des agglomérations, également des dirigeants dans l'industrie opérationnelle, qui ont besoin de ces outils pour pouvoir avoir de la visibilité effectivement sur les conséquences de leurs choix à court, moyen ou long terme. Alors là, ça vient un peu en complément de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a dans ces systèmes urbains énormément de complexité, on l'a dit. Il y a une complexité qui est liée à l'ensemble des sources d'énergie qui sont possibles et qui peuvent être de différents ordres, qui peut être lié au réseau de chaleur, au réseau de distribution qu'il va falloir dimensionner, et ensuite tout simplement aux écoquartiers, au dimensionnement de l'écoquartier et aux choix qui vont être faits sur le mix entre l'habitat, la rénovation éventuelle de centres publics, d'hôpitaux par exemple, et bien sûr l'ensemble des commerces. Et en fait, l'ensemble de ces éléments-là sont connectés, ils sont constamment connectés.
Et donc, on a besoin d'outils qui permettent effectivement de s'assurer à tout moment vous avez parlé tout à l'heure d'un choix optimum, donc à très court terme, de s'assurer effectivement que ce qui est produit correspond bien à la demande de consommation et de s'adapter par ailleurs effectivement à la demande de consommation à tout moment à partir d'une production adéquate. Donc ça demande des outils de simulation qui permettent de faire cela et de s'adapter à tout moment à court terme et synchroniser effectivement avec la donnée. Alors ça, c'est un premier point. Et puis par ailleurs, quand on pense par exemple à un écoquartier, il va falloir effectivement anticiper les conséquences de ces choix sur l'empreinte carbone. On a parlé tout à l'heure de l'enjeu majeur actuel de réduction de l'empreinte carbone sur les territoires. Alors je pense que c'est maintenant une évidence pour tout le monde, mais effectivement une grosse partie de l'empreinte CO2 vient des territoires, tout simplement parce qu'il y a énormément d'activités dans les territoires et qu'il y a une grosse partie de la population qui est dans les territoires. Et donc un enjeu majeur, c'est bien sûr la décarbonation de ces territoires. Alors, je vais vous donner un exemple assez concret de ce que l'on peut faire à partir des jumeaux numériques simulables. Alors, on a travaillé avec la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, avec l'IRT systémique qui est positionnée sur cette agglomération, à partir de nos approches de simulation et donc de jumeaux numériques simulables, également avec un partenariat avec Microsoft qui apporte effectivement la donnée et la synchronisation avec de la donnée temps réel. Alors la problématique de Paris-Saclay, elle est assez proche de la vôtre finalement. Ils ont adopté le plan climat il y a maintenant 2 ans, et leur problématique, c'est qu'ils prennent des engagements à court, moyen, long terme sur la réduction de leur empreinte carbone, et en même temps, on veut des villes plus désirables, donc effectivement avoir une adoption par la population, et donc un coût qui est également acceptable par la population. Donc on a travaillé ensemble sur la modélisation de l'ensemble de la communauté de communes, c'est 27 communes, et sur le couplage des différentes sources possibles de production. Donc on parle de tout type de production décarbonée, bien sûr, du dimensionnement du réseau de chaleur et ensuite du dimensionnement d'un projet d'écoquartier sur la commune de Longjumeau. Et donc, on a travaillé ensemble sur différents scénarios pour faire des choix entre des sources d'énergie géothermiques et des sources qui sont un peu spécifiques aussi de cette région, bien entendu, et des sources d'autres sources d'énergie comme le gaz et le photovoltaïque. Et on a joué des scénarios en mesurant les impacts à court, moyen, long terme et qui leur ont permis, in fine, de faire des choix qui leur permettent d'avoir une visibilité sur des décisions qui réduisent leur empreinte carbone de 75% à 2040 et en réduisant les coûts pour l'usager de 45%. Alors, ces éléments-là, ils sont extrêmement importants pour accompagner la prise de décision, pour pouvoir se projeter dans la prise de décision, mais également pour pouvoir partager avec les habitants et l'ensemble des acteurs de la ville qui, en toute transparence, peuvent avoir accès à l'ensemble de ces données. Et on peut, à partir de cela également, ensuite, en phase de design des solutions, avoir un plan partagé et à partir de ce plan partagé, suivre l'évolution de ces plans. Peut-être un dernier point sur ces solutions. On parlait tout à l'heure de synchronisation en temps réel. Il y a bien sûr beaucoup de solutions il y a des solutions de simulation qui sont en train d'arriver également, qui permettent de piloter ces centres de production en temps réel en fonction de l'évolution de la demande et également de la problématique contextuelle, donc des éléments comme le climat par exemple, pour pouvoir réagir en quasi-temps réel et avoir une vision, une adaptation en temps réel de l'ensemble du système. Voilà, donc c'est ce que permettent les jumeaux numériques simulables. C'est un outil qui augmente la capacité à prendre des décisions et qui est là effectivement pour aider les décideurs publics dans le contexte d'aujourd'hui à anticiper et avoir de la visibilité sur les conséquences de leurs choix.
D'accord, donc le jumeau numérique simulable finalement simplifie la vie des décideurs publics quand il s'agit de prendre des décisions stratégiques à moyen long terme, notamment en vue de décarboner leur territoire. Donc merci pour l'exemple très concret de Paris-Saclay. Est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez éventuellement des difficultés, ou quels sont les challenges auxquels vous faites face pour poursuivre, j'ai envie de dire, votre développement, et éventuellement quelles sont les perspectives? C'est ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur éventuellement les perspectives pour au-delà de Paris-Saclay, ou peut-être est-ce qu'il y a une suite ou sur d'autres territoires? Alors Paris-Saclay, c'est la poursuite de ces travaux, parce que là, on l'a fait sur un quartier, et l'idée, c'est de pouvoir poursuivre avec aussi d'autres sujets. Vous avez des sujets comme, par exemple, l'implantation des data centers qui viennent aussi, qui ont un véritable impact sur les environnements urbains. Vous avez la problématique des véhicules électriques et du positionnement des bornes de recharge. Même chose, ça se simule et on peut voir l'impact de ces choix et s'assurer de faire les bons choix sur ces sujets-là. Pour les freins ou les éventuels challenges, moi j'ai beaucoup aimé l'introduction de Jean-Patrick Masson, qui explique qu'il y a un élément de comportement qui est extrêmement important. Et il est important, bien sûr, pour s'assurer que les citoyens adoptent ces technologies, mais il est également important fondamentalement, c'est une logique d'écosystème. C'est-à-dire que la technologie par elle-même, elle n'apporte rien. Il faut avoir la technologie, il faut effectivement embarquer et s'assurer d'embarquer les citoyens, et il faut que le décideur public ait les différentes fonctions au sein de la décision publique, c'est-à-dire la dimension, bien sûr, données IT, énergie, on a parlé d'un certain nombre de choses tout à l'heure, que toutes ces personnes travaillent bien ensemble. Et je crois que c'est un très bel exemple qu'on a sur Dijon, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire ça qui est très fortement soutenue. Quand on arrive à faire ça, effectivement, on peut avoir des outils d'aide à la décision et on peut anticiper et s'assurer effectivement de réduire l'empreinte carbone sur les territoires. D'accord, donc des enjeux d'acceptabilité des personnes, des enjeux de conduite du changement, et puis d'interopérabilité dans ces systèmes complexes. James, vous, l'interopérabilité, c'est un peu votre fer de bataille, j'ai envie de dire, puisque vous défendez précisément que, avec l'Open BIM, je crois que les solutions que vous proposez permettent au système de communiquer entre eux, si j'ai bien compris. Est-ce que vous partagez le point de votre collègue, et est-ce que vous voulez réagir là-dessus? D'accord. Donc oui, pour être rapide sur ce qu'on appelle le BIM, ou dans le bâtiment le BOSS, en fait, l'idée c'est que le bâtiment aujourd'hui, il a toute une dimension qui est numérique, qui vient de son origine, de sa conception. Et cette dimension numérique, en fait, elle est exprimée dans un standard, elle n'est pas enfermée dans un format propriétaire. Donc chaque bâtiment a une ADN de départ qu'on retrouve, on va appeler ça son ADN en exploitation. Donc l'idée, c'est que tous les bâtiments dans le monde ont cet ADN, on va dire, cette description technique du bâtiment. Et à partir de cette description technique, il faut faire évoluer ce bâtiment de façon dynamique. C'est-à-dire le bâtiment, après, il vit, il a un comportement. Et donc derrière, ce bâtiment, il est instrumenté. Donc on met plein de capteurs, des contrôleurs, des actionneurs. Donc il y a tout un ensemble d'objets qui le font vivre. Et l'objectif, après, c'est que ces objets, il faut les interconnecter à tout un ensemble de fournisseurs qui, eux, travaillent souvent en format propriétaire. Donc il faut créer ces passerelles pour aller chercher de l'information auprès de ces fournisseurs. Donc l'idée, c'est d'avoir des solutions simples pour faire ça, que ça ne devienne pas une usine à gaz pour les bailleurs sociaux qui n'ont pas forcément des pléthores de services informatiques. Donc il faut que ça soit simple pour s'interconnecter. Donc ça, c'est l'enjeu, on va dire, d'interopérabilité. Donc travailler sur un standard et avoir une structure informatique légère qui permet de s'interconnecter. Donc ça, c'est important. Je rebondis aussi sur la notion d'écosystème. Donc on parle de données numériques du bâtiment en temps réel, mais cette donnée numérique, elle doit être diffusée à la bonne personne au bon moment. Et voilà, donc il y a toute une notion de gouvernance de la donnée, c'est-à-dire l'occupant, il peut aussi recevoir de l'information, les services techniques du bâtiment aussi, l'exploitant aussi, les fournisseurs. Donc il faut savoir manipuler cette donnée, puis la donnée accessible à un certain nombre de personnes, avec évidemment en faisant attention à la sécurité et les droits associés. Donc un bâtiment, c'est vrai que c'est un écosystème à la fois d'occupants, de ceux qui gèrent, et aussi de partenaires, de personnes qui gravitent. Donc il faut arriver à gérer toute cette partie-là.
Et ensuite, il faut aussi traçabilité des événements, parce que si jamais il se passe il y a des problèmes dans le bâtiment, il faut remonter à l'origine de cette cause. Donc ça, c'est important. Donc notion d'écosystème, de partage de la donnée et d'interopérabilité de façon simple pour que ça soit des systèmes qui soient exploitables par les exploitants. Parce que j'ai eu des discussions avec Grand Dijon Habitat, tout de suite, quand on leur parle de BIM ou de données numériques du bâtiment, ça peut inquiéter, parce que derrière, tout le monde s'imagine que c'est très difficile à gérer. Mais en fait, on peut arriver à faire ça de façon simple. D'accord, donc simplicité malgré la complexité du sujet et le nombre de terrains de jeu possibles qu'on évoquait. Et surtout aussi se focaliser sur les cas d'usage. Parce que le but, c'est pas de faire des systèmes merveilleux qui font tout, mais d'aller sur les cas d'usage. Et donc l'énergie est un très bon cas d'usage dans le bâtiment, puisque c'est ce qui est optimisable de façon rapide. Absolument, donc optimiser l'usage de l'énergie, et là vous pouvez mesurer assez facilement l'impact carbone en jouant là-dessus notamment. Vous, pour Dijon, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous faire sur le programme Response? C'est sans doute un peu tôt à ce stade, mais je pense pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans la salle ou à distance, ce qui pourrait être intéressant, peut-être parmi eux, il y a des décideurs publics d'ailleurs, c'est est-ce que vous avez un retour d'expérience, non pas sur les résultats, parce que c'est plutôt récent, mais sur comment vous avez fait pour obtenir finalement ce financement européen. Je crois qu'il y avait une vingtaine de villes candidates dans toute l'Europe, et vous êtes le seul lauréat, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même une performance remarquable. Qu'est-ce qui a fait que Dijon a remporté l'appel d'offres et pas d'autres? Et comment est-ce que vous avez fait dans ce processus de candidature pour être, j'ai envie de dire, compétitif ou attractif aux yeux de l'Europe? Et en quoi les technologies peut-être, ou les solutions que vous avez proposées étaient pour vous peut-être les points gagnants? Il y a plusieurs choses qui, je pense, a décidé l'Europe à nous sélectionner. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le type de quartier sur lequel on est allé. Je pense qu'il est, entre guillemets, moins difficile d'aller sur des constructions neuves avec ces sujets que sur l'existant. Or, on le sait tous, le bâti existant, c'est l'immense majorité de ce qu'on a à gérer. Donc je pense que déjà, ça a pesé. La deuxième chose, c'est le niveau d'ambition qu'on a fixé. C'est-à-dire que, par exemple, on a choisi d'aller, on verra si on l'obtient, mais à 75% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas attaché seulement aux aspects gestion de l'énergie, rencontre de la demande et l'offre que j'évoquais tout à l'heure, mais bien sur des objectifs chiffrés, précis, et sur un certain nombre de domaines. Alors je ne vais pas vous donner forcément tous ces domaines, mais sachez que le niveau d'ambition, évidemment, est un élément déterminant. Ensuite, ce qui est également déterminant dans ce type de candidature, c'est la réplicabilité. Donc ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, l'Europe, elle veut bien financer un programme H2020. L'Europe préfinance à 100% une partie de l'opération. C'est quand même une rareté. Je veux dire, on a très peu d'occasions d'être préfinancé à 100%. Donc, c'est quand même un élément important. Le nombre de partenaires est également un élément important. Donc, j'allais dire la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Et clairement, la réplicabilité, elle est l'élément qui justifie finalement l'investissement européen. Donc il y a un travail au niveau de la candidature, évidemment, pendant les 5 ans, qui vise à cela. Et je vais vous citer un exemple tout simple. C'est que c'était notre deuxième candidature. Donc la première, on a échoué, de peu, mais on a échoué. Et on était sur un autre quartier qui n'avait pas les mêmes caractéristiques. Dans ce quartier, il y avait l'hôpital, le centre hospitalier universitaire. Et donc on a changé de quartier, ils n'étaient plus dans la boucle. La première chose qu'ils ont fait, c'est un peu d'être déçus. La deuxième chose, c'est de dire on va le faire quand même. Donc ils se sont engagés, en fait, à déjà commencer à répliquer un certain nombre de choses qui étaient dans la candidature initiale, la première, mais également dans celle sur laquelle on est aujourd'hui. Donc ça aussi, je veux dire, la dynamique locale, le fait d'être capable de montrer qu'on a un effet d'entraînement avec de nombreux partenaires. Mon voisin a parlé effectivement de Dijon Habitat, qui est
un des bailleurs sociaux présents sur le quartier. Donc chacun, c'est finalement le pouvoir d'entraînement de la collectivité qui est fondamental. Et je pense que c'est ça que l'Europe aussi a apprécié. Oui, et effectivement, un peu de montrer la voie ou de montrer des réussites pour donner exemple et donner envie, inspirer d'autres territoires à se lancer dans une aventure similaire, même si elles sont évidemment spécifiques. Peut-être que je rajouterai quelque chose que j'ai oublié, c'est aussi le fait qu'on travaille sur ces sujets, donc lutte contre le changement climatique, problématiques énergétiques, etc., sur de très nombreux champs. Response, je l'ai dit dans mon introduction, Response est un élément de la politique menée dans ce domaine. Et ça aussi, je pense que la cohérence de l'action et l'engagement global a pesé dans le résultat favorable en ce qui nous concerne. D'accord, mais c'est passionnant et puis bravo encore une fois pour avoir remporté, pour être lauréat de cet appel à programme. Je vois qu'il est pile 16h, on s'était prévu un petit quart d'heure de questions-réponses avec la salle, donc on va distribuer le micro, je crois, moi qu'il faut que je me lève. Normalement, il y a quelqu'un qui... Voilà, parfait. Donc, pour ceux qui ont des questions pour tous ou l'un des intervenants, n'hésitez pas à lever la main et donc il y a une hôtesse là qui va vous amener le micro, je crois. Voilà. Donc, voilà. On a déjà une première question ici, je crois, derrière vous. Là. Ah. Merci. La question, c'est peut-être à chacun de vous trois, est-ce que vous auriez des résultats chiffrés, des résultats en fait chiffrés de gains liés justement à cette décarbonation? Je peux répondre rapidement, non. Mais tout simplement parce que le programme se découpe en deux parties. Les 2 premières années, donc ça fait 1 an, les 2 premières années, c'est l'installation de toutes les technologies, la mise au point, etc. Et les 3 années suivantes, c'est comme ça qu'est découpé le programme, ce seront effectivement les retours d'expérience que nous aurons. Donc je suis désolé, je répondrai oui à la question, mais dans 2 ans. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif pour Paris-Saclay, il est de 3 ordres. On retrouve ceux de Dijon d'ailleurs. C'est effectivement de réduire l'empreinte carbone. C'est de s'assurer également d'une réduction des coûts de consommation pour le citoyen. Et finalement de réduire également la consommation. Donc sur ces éléments, les résultats de simulation, donc en fonction des choix de sources d'énergie qui ont été faits, permettent à la ville de Paris-Saclay de se projeter dans une réduction de l'empreinte carbone de 75% à horizon 2040, avec une réduction des coûts de 45% et une consommation qui réduit légèrement. Voilà. Maintenant, l'ensemble de ces éléments-là, ils doivent être mis en place et ils doivent être contrôlés dans le temps, et c'est bien ça qui va être fait dans les années à venir. Pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure sur la partie réplication, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on fait des tests à grandeur réelle avec aujourd'hui, enfin Dijon très clairement, Paris-Saclay, on est sur un quartier. La première réplication, c'est de répliquer sur l'ensemble de l'agglomération. Donc il y a une première réplication sur un territoire et ensuite, bien sûr, les travaux que l'on fait à partir de ces outils et tout ce que l'on apprend, c'est-à-dire la combinaison. On a parlé beaucoup de données, mais il y a également beaucoup d'expertise dans la simulation. On ne simule pas qu'à partir des données du passé. On simule également à partir de l'expérience, l'expertise des personnes du territoire et des acteurs du territoire. Et ce que l'on apprend et ce que l'on simule et ce que l'on encapsule dans un jumeau numérique, on va pouvoir ensuite l'adapter sur l'ensemble des territoires. Donc il y a vraiment une réplication sur un territoire et ensuite une réplication sur l'ensemble des territoires.
Ça rejoint peut-être un petit peu la question précédente. Donc vous parlez d'empreinte carbone. Je voulais savoir comment est-ce que vous statuez sur les technologies que vous utilisez, etc. Et donc si vous faites bien une empreinte carbone, une analyse en cycle de vie, et donc sur combien de temps est-ce que vous estimez, ou est-ce qu'on parle juste du bilan carbone du territoire et pas de la carbonation apportée? Votre question, oui, c'est scope 1, scope 2, scope 3. Est-ce qu'on met tout? Non, en fait, là, sur le programme Response, c'est vraiment les émissions directes, très clairement. C'est-à-dire que c'est même le but de l'expérience, et c'est là où on a les gains maximum. Après, notre logique, puisqu'on est surtout sur de l'énergie, vous l'avez compris, c'est de la gestion énergétique, c'est que ce soit de l'énergie locale. Donc, on a de l'autoconsommation collective, donc ça veut dire qu'on produit sur place. Donc la question effectivement de l'importation avec un calcul carbone qui pourrait être associé à celle-ci n'est pas dans l'expérimentation, parce qu'en fait on est justement sur, alors le terme est peut-être un peu excessif, mais de l'autonomie en matière d'énergie. En tous les cas de l'énergie locale. Donc du coup, voilà, on n'a pas cette nécessité. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête simplement, c'est que dans ce type de choix qu'on a été amené à faire, c'est pour ça que j'hésitais sur le terme autonomie, on est en fait en lien avec nos outils de production locaux, mais on ne peut évidemment pas ignorer le contexte dans lequel on est globalement, singulièrement en plus quand on parle de l'énergie électrique. Donc voilà, il y a un jeu en quelque sorte entre nos productions et le fait que malgré tout on est sur un réseau électrique existant. Après c'est une question de calcul entre l'un et l'autre. Si vous le souhaitez, il y a une petite plaquette, elle est ici, vous avez tous les chiffres, les éléments pour ceux que ça intéresse, bien entendu. On peut encore prendre une ou deux questions de la salle. Et puis sinon, moi, j'en ai une pour conclure. Ah, il y en a une là-haut. Donc, bonjour, merci pour l'intervention. Je me demandais, donc vous avez parlé de notamment l'exemple de l'école, donc là ce serait plus pour Monsieur Masson. Donc l'école fonctionnant en été, vous avez parlé de solutions de stockage. Donc qu'en est-il au niveau de cette énergie décentralisée justement qui est utilisée et qui est produite dans ces écoquartiers? Merci. Alors effectivement, une des questions, vous l'avez compris, c'est rencontre offre-demande, et à un moment on a trop d'énergie, et effectivement les écoles l'été, elles consomment zéro, mais elles produisent beaucoup puisqu'il va y avoir du photovoltaïque dessus. Donc il va y avoir différentes solutions qui sont adoptées. En fait, on va utiliser des batteries de réemploi, donc de seconde vie, donc mis dans un conteneur maritime pour voir un peu ce que ça donne. Des batteries qui n'ont plus la capacité à faire mouvoir un véhicule avec une autonomie suffisante, mais qui peuvent stocker de l'énergie sans problème. Donc c'est aussi un élément intéressant parce que pour l'instant, on a peu de batteries de seconde vie, mais demain, si le véhicule électrique se développe comme on l'imagine, ça va être un vrai sujet. Donc c'est une solution qui peut être intéressante. On a par ailleurs des stockages de batteries sur des batteries avec des technologies innovantes qui ne sont aujourd'hui pas encore commercialisées. Il y a du stockage également d'eau chaude, c'est-à-dire que c'est aussi une méthode pour stocker de la chaleur, et donc de l'énergie, évidemment. Donc oui, il y a du stockage aussi sur des véhicules, c'est-à-dire que c'est des bornes électriques qui vont fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois alimenter, recharger les batteries, mais qui pourront aller chercher l'énergie dans les batteries des véhicules pour les réinjecter sur le réseau. Donc on a vraiment des choses qui sont, je dirais, du stockage, mais l'objectif n'est pas de stocker. L'objectif, c'est vraiment de distribuer le plus finement et le plus efficacement possible. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, il y aura nécessité de stockage,
mais on n'est pas dans un contexte où c'est la priorité. D'accord, donc le stockage qui n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour Dijon. Finalement, ce que je retiens de notre échange, c'est de belles perspectives, beaucoup de peut-être pas encore des résultats très chiffrés là à date pour l'instant, hein, mais en tout cas une promesse, et puis plutôt de l'espoir sur ces nouvelles technologies et ces solutions qui permettront demain au territoire d'atteindre des objectifs de réduction d'émissions de carbone qui sont très ambitieux. Peut-être pour conclure cette table ronde, donc à chacun, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer s'il y avait une chose à retenir finalement? Quel est votre message pour aujourd'hui, mais surtout pour demain? Puis on peut commencer, oui, peut-être par vous, James Grivet, par exemple. Okay. Donc moi, le message que j'aimerais porter, c'est qu'en fait, c'est la transparence. Parce qu'il faut démocratiser, il faut donner accès à l'information aux bons interlocuteurs. Et donc, à partir du moment où il y a cette accessibilité de l'information, ça responsabilise et il y a une transparence. Et donc, derrière, c'est tout un ensemble d'acteurs qui va être responsabilisé par rapport à un objectif commun. Donc, ça, c'est ma vision. D'accord. Transparence. Pour vous, Hugues, je pense qu'on travaille tous ensemble en fait en écosystème pour développer une vision d'une ville plus durable et plus désirable aussi pour ses citoyens. Et je pense que la technologie a un rôle clé à jouer pour effectivement donner de la visibilité aux décideurs publics et aux citoyens sur ces sujets. On a parlé de beaucoup de complexité. Moi, je ne crois pas qu'on puisse réduire la complexité. La complexité, elle est là. Dans le domaine urbain, elle est là. Et elle sera là. Tout ce qui a été décrit par Jean-Patrick Masson, c'est de la complexité. Et il faut apprendre à gérer cette complexité. Et la technologie, elle est là pour ça. Elle est là pour effectivement aider à la modéliser, à la simuler, à vivre avec, et pour ensuite pouvoir effectivement prendre des décisions optimales à court, moyen, long terme. Et je ne pense pas qu'on puisse réduire la complexité. Elle est là, il faut l'embrasser, et il faut vivre avec et s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. D'accord, donc un monde de plus en plus complexe avec les technologies qui seront une solution pour aborder cette complexité et prendre les bonnes décisions, et des décisions dans une optique bien sûr de durabilité, mais aussi de désirabilité, puisqu'une transformation réussie ne pourra être acceptée que si elle est désirable pour tous, et à commencer par les citoyens ou les habitants si on parle d'un quartier. D'accord. Et puis Jean-Patrick Masson, donc vous aurez le mot de la fin sur cette table ronde. Quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui? Mon message, il est double. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, même si on fait de l'expérimentation, il faut que ça aille vite sur de la massification. C'est, je crois, indispensable. Là, ça concerne plus de 500 logements, mais il faut aller vite sur cette massification. C'est un enjeu important. Et la deuxième chose, finalement, c'est peut-être le plus important, c'est oser y aller. Donc, le seul conseil que je vous donne, c'est allez-y. Eh bien, allons-y. Merci à tous les trois pour votre intervention. Et effectivement, c'est bien d'expérimenter, mais il y a un enjeu de passer à l'échelle pour accélérer finalement cette décarbonation que tout le monde appelle de ses voeux. Merci à tous les trois pour vos interventions. Merci à vous pour votre écoute sur cette table ronde. J'espère qu'elle aura été aussi riche pour vous qu'elle a été pour moi. En tout cas, j'étais ravi d'animer ces échanges. La conférence reste disponible en replay sur le site donc Sido Pulse. Très bon après-midi à vous. À bientôt.